Bonjour à tous. Nous allons aborder durant cette séance une pathologie hépatique qui est la conséquence ultime de nombreuses affections chroniques du foie. Il s'agit des cirrhoses. Nos objectifs pour cette question sont d'abord de savoir diagnostiquer une cirrhose et évoquer une étiologie, de connaître ses complications et connaître l'attitude thérapeutique ainsi que le suivi des patients cirrhotiques. La définition de la cirrhose est classiquement histologique. Selon l'OMS, il s'agit d'un processus qui atteint le foie de façon diffuse. Il existe 3 types de lésions, une destruction hépatocytaire qui entraîne un bouleversement de l'architecture lobulaire normale du foie, une fibrose étendue mutilante et l'apparition de nodules de régénération pour compenser la destruction hépatocytaire. Tous ces phénomènes ont des conséquences physiopathologiques. D'abord, la destruction de la cellule hépatique va diminuer la masse fonctionnelle hépatique. On aura pour conséquence une insuffisance hépatocellulaire avec baisse de la production d'albumine et des facteurs de coagulation. Deuxièmement, les nodules de régénération vont développer durant l'évolution des lésions de dysplasie qui vont dégénérer en carcinome hépatocellulaire. Et l'installation d'une fibrose diffuse va entraîner une augmentation des résistances vasculaires qui vont gêner le passage du sang à travers le foie du système porte vers le système cave. Et la conséquence est l'hypertension portale. Comme schématisé sur cette diapositive, le sang veineux du territoire splanchnique arrive au niveau du foie par l'intermédiaire du système porte. Celui-ci est constitué par la réunion de la veine mésentérique inférieure, la veine splénique et la veine mésentérique supérieure qui vont donner la veine porte et se jeter dans le foie. Arrivé au niveau du foie, le sang veineux va rejoindre le système cave par l'intermédiaire des veines sushépatiques. On parle donc d'un flux centripète. Au cours de la cirrhose, la fibrose diffuse va entraîner une augmentation des résistances vasculaires intrahépatiques et gêner le passage du sang à travers le foie. Le sang va refluer dans la veine porte et trouve d'autres voies de dérivation, d'autres voies pour rejoindre le système cave, et ceci par la réouverture des chintes, telles que la veine œsophagienne, la veine gastrique, la veine ombilicale. On aura comme conséquence une dilatation du tronc porte et l'apparition de varices œsophagiennes, de varices gastriques et de varices ectopiques. La deuxième conséquence est la dilatation de la veine splénique et de la rate qui va séquestrer les plaquettes, les globules rouges et les globules blancs. On aura donc un hypersplénisme. Le diagnostic de la cirrhose peut se faire à différents stades d'évolution. La maladie peut être latente et découverte fortuitement à l'occasion d'un examen clinique ou d'un bilan biologique systématique ou bien d'une intervention chirurgicale. C'est le cas des cirrhoses compensées. Elle peut par contre être révélée par une complication telle qu'une hémorragie digestive, une encéphalopathie ou un cancer du foie. C'est le cas des cirrhoses décompensées. Le diagnostic est évoqué sur les caractéristiques palpatoires du foie. Celui-ci peut être atrophique, hypertrophique, non douloureux à l'examen, avec une surface irrégulière nodulaire et un bord inférieur tranchant. Comme on le voit sur ces images qui montrent un foie normal avec une surface lisse, une tranche de section saine et un foie de cirrhose qui paraît nodulaire, dur, avec un bord inférieur tranchant. Un deuxième élément diagnostique, c'est les signes d'insuffisance hépatocellulaire. On recherchera les angiomes stellaires qui sont des petits anévrismes artériolaires subcutanés qui apparaissent sous forme de vaisseaux étoilés disparaissant à la vitropression au niveau du visage et au niveau du tronc. L'érythrose palmaire plantaire, qui est une coloration rouge des éminences thénard, hypothénard et plantaire, un hypocratisme digital, une gynécomastie chez l'homme ou un ictère cutaneo-muqueux. L'examen clinique recherchera aussi des signes d'hypertension portale à type de circulation collatérale abdominale. Celle-ci est de type portocave, c'est-à-dire de localisation épigastrique ou périombilicale. Comme le montrent ces images,
Le syndrome de Cruvellier correspond à une importante dilatation veineuse périombilicale, traduisant une reperméabilisation de la veine ombilicale. Sur le plan biologique, les anomalies ne sont pas spécifiques de la cirrhose. On peut trouver un hypersplénisme avec une thrombopénie qui est assez constante, une anémie, une leucopénie, une insuffisance hépatocellulaire avec diminution du TP associée à une baisse du facteur 5, ce qui exclut donc une hypovitaminose K, et une hypoalbuminémie. Une hyperbilirubinémie est à prédominance conjuguée. Et sur le bilan hépatique, on peut trouver aussi une hypertransaminasémie modérée ou un taux de transaminase normal. À l'électrophorèse des protéines, il existe une hypergammaglobulinémie polyclonale donnant le classique bloc bêta-gamma. Pour ce qui est des examens morphologiques, l'endoscopie est un examen important, permet la recherche de signes d'hypertension portable qui sont de deux types, donc soit des varices localisées surtout au niveau de l'œsophage ou de l'estomac, parfois de localisation ectopique sur tout le tube digestif, ou bien des lésions vasculaires muqueuses. Il s'agit de la gastropathie hypertensive. L'échographie couplée au Doppler est le principal examen morphologique. Il permet de faire le diagnostic en montrant un aspect bosselé et nodulaire du foie, qui est un signe assez spécifique, une dysmorphie hépatique, généralement une hypertrophie du foie gauche et une atrophie du foie droit, et des signes d'hypertension portale. Alors, ces signes sont une dilatation du tronc porte supérieure à 12 mm, une splénomégalie et l'existence de collatérales. Le Doppler peut également montrer un ralentissement du flux porte, voire une inversion du flux. Donc, ce flux qui devient centrifuge. Le diagnostic de certitude de la cirrhose histologique, la biopsie hépatique représente alors un examen de référence pour le diagnostic de la cirrhose, mais elle n'est pas réalisée de façon systématique, surtout lorsqu'il existe assez d'arguments cliniques, endoscopiques et radiologiques pour faire le diagnostic. En cas de doute, la biopsie doit être réalisée par voie transcutanée, sauf devant des troubles de la coagulation, tels qu'un TP bas, un taux de plaquettes bas ou une acite. Dans ce cas, la biopsie doit être réalisée par voie transjugulaire. Sur le plan histologique, trois éléments essentiels font le diagnostic. D'abord, le caractère diffus des lésions, l'existence d'une fibrose mutilante, détruisant l'architecture hépatique normale et isolant des nodules de régénération. Actuellement, la fibrose hépatique peut être diagnostiquée par des examens non invasifs. Il s'agit de tests biologiques, le fibrotest, basé sur la combinaison de 5 marqueurs et l'élastométrie du foie ou le fibroscan. La maladie peut aussi être diagnostiquée au stade de complication. La cirrhose est dite alors décompensée. Les principales complications sont l'acite, l'hémorragie digestive, surtout par rupture de varices œsophagiennes, l'encéphalopathie et le carcinome hépatocellulaire. C'est des complications graves ayant une mortalité élevée. Il faut savoir aussi que ces complications sont liées, c'est-à-dire qu'une complication peut induire une autre complication. Par exemple, une hémorragie digestive peut donner une encéphalopathie hépatique. La première complication est l'hémorragie digestive. C'est une complication fréquente et grave, responsable de décès dans un tiers des cas. L'hémorragie peut être extériorisée sous forme d'une hématémèse ou d'un méléna, ou être révélée par une anémie d'apparition aiguë. Devant une hémorragie, il est impératif de rechercher les signes de choc et d'entamer les mesures de réanimation et le traitement hémostatique. Il peut s'agir d'une rupture de varices œsophagiennes, d'une rupture de varices gastriques ou d'une gastropathie hypertensive. L'acide est une complication fréquente qui témoigne de l'altération de la fonction hépatique. Le diagnostic se fait selon l'abondance du liquide, soit à l'échographie, lorsque l'acide est de minime abondance, contenant de 300 à 1000 cc, soit à l'examen clinique,
lorsque l'acide est de moyenne ou de grande abondance. On recherchera alors une matité déclive des flancs ou une distension abdominale avec un déplissement de l'ombilic et des signes d'intolérance. La ponction exploratrice doit être systématique devant toute poussée d'acide. Celle-ci doit être réalisée en pleine matité à gauche, à l'union du tiers externe et des deux tiers internes sur la ligne reliant l'épiniliaque antéro-supérieur et l'ombilic. Le liquide est de couleur jaune citrin, pauvre en protides, c'est un transudant, contenant moins de 250 éléments par millimètre cube et stérile à l'examen bactériologique, ne contenant pas de germes. L'acide du cirrhotique il peut s'agir d'une complication mécanique telle qu'une hernie ombilicale, une éventration, une rupture de l'ombilic ou d'une surinfection du liquide d'acide. Il s'agit d'une complication gravissime de pronostic défavorable responsable d'une lourde mortalité. C'est une urgence thérapeutique. Le diagnostic est évoqué devant des signes non spécifiques tels qu'une fièvre, des douleurs abdominales ou l'apparition d'une autre décompensation. L'exploration du liquide acide montre un taux de polynucléaire élevé supérieur à 250 mm3 et une positivité de la culture dans la moitié des cas. La deuxième complication, c'est l'encéphalopathie hépatique. Elle désigne l'ensemble des complications neuropsychiques spécifiques de la cirrhose liées à une altération de la neurotransmission par des substances neurotoxiques d'origine digestive. Alors, ces substances sont habituellement détruites par le foie. L'encéphalopathie hépatique survient de façon contemporaine à d'autres complications, habituellement à une hémorragie digestive ou bien une infection du liquide acide, mais peut être déclenchée par une prise prolongée de diurétiques, par des troubles ioniques, une déshydratation, une constipation ou la prise de neuroleptiques. L'examen clinique permet d'affirmer le diagnostic et d'évaluer la gravité de l'encéphalopathie hépatique, actuellement classée en 4 stades. Donc le stade 1, c'est l'inversion du rythme du sommeil. Le stade 2, c'est l'astérixis, l'obnubulation et la somnolence. Le stade 3, c'est le coma qui répond à la stimulation. Le stade 4, un coma profond ne répondant pas à la stimulation. La dégénérescence en carcinome hépatocellulaire est une autre complication de la cirrhose. Il faut savoir que la cirrhose est un état précancéreux. Elle expose à un risque de carcinome hépatocellulaire même à un stade compensé de la maladie. Donc, il ne faut jamais oublier de dépister le CHC chez les patients atteints de cirrhose par une échographie tous les 6 mois à la recherche de nodules hépatiques suspects. Le diagnostic de carcinome hépatocellulaire peut être évoqué devant l'apparition d'une altération de l'état général chez un cirrhotique, la présence d'une fièvre inexpliquée, l'augmentation du volume du foie, des douleurs de l'hypocondre droit ou l'apparition d'une acide hémorragique ou chileuse. Il existe d'autres complications de la cirrhose, des complications rénales à type de syndrome hépatorénal qui est une complication grave de pronostic mauvais liée à une insuffisance rénale fonctionnelle, des complications pleuropulmonaires à type d'hydrothorax et d'hypertension portopulmonaire, des complications endocriniennes, c'est le diabète, la stérilité et l'hypogonadisme, et des complications cardiaques. Pour évaluer la gravité de la cirrhose, on utilise plusieurs scores. On va parler du score de Child, qui est un score simple basé sur 5 paramètres. Le score final varie entre 5 et 15. Il permet de prédire la survie des patients. La cirrhose est l'aboutissement de nombreuses hépatopathies chroniques. On va voir les principales causes. Les hépatites virales sont une cause fréquente de cirrhose. C'est un problème de santé publique. Le plus souvent, l'épisode aigu est peu symptomatique ou asymptomatique passe inaperçu et le diagnostic est fait à un stade de cirrhose. Les arguments diagnostiques sont pour l'hépatite B la présence d'anticorps anti-HBC, la présence d'antigène HBS, mais il faut savoir que même en l'absence d'antigène HBS, une hépatite B guérie peut évoluer vers une cirrhose. Pour l'hépatite C, c'est la sérologie virale C à la PCR, et la co-infection B et C, c'est la présence à la fois d'antigène HBS et d'une sérologie virale delta positive.
Les lésions hépatiques induites sont la nécrose hépatocytaire, une inflammation lymphoplasmocytaire et la fibrose qui va évoluer vers la cirrhose. La stéatohépatite non alcoolique, la NASH, est une complication de plus en plus fréquente. C'est une maladie liée à l'insulinorésistance qui se voit chez les sujets ayant un surpoids avec un syndrome dysmétabolique. Elle est caractérisée par une accumulation de graisse au niveau de la cellule hépatique, donc donnant une stéatose, avec une ballonisation hépatique, une inflammation lobulaire et une fibrose, qui peut aboutir à une cirrhose. Ces lésions surviennent en dehors de toute consommation excessive d'alcool. L'hépatite auto-immune est évoquée dans un contexte d'auto-immunité le plus souvent chez la femme. L'hépatite est caractérisée par des lésions nécrotico-inflammatoires avec la présence d'anticorps particuliers et une grande sensibilité au traitement par corticoïdes. La cholangite biliaire primitive est une autre affection auto-immune rare qui atteint surtout la femme d'âge moyen, liée à une destruction progressive des voies biliaires aboutissant à une cirrhose. Cliniquement, l'asthénie et le prurite sont les signes les plus fréquents et parmi les critères diagnostiques, une élévation des transaminases, une augmentation du taux des IgM, mais surtout la positivité des anticorps antimitochondrie qui est pathognomonique. La cirrhose alcoolique survient après une consommation prolongée d'alcool. La toxicité hépatique dépend de la dose et de la quantité d'alcool consommé, mais aussi de la susceptibilité individuelle. Le diagnostic est évoqué devant l'existence d'autres manifestations de l'alcoolisme chronique telles que la neuropathie, l'hypertrophie parotidienne et des signes biologiques comme l'hypertransaminasémie prédominant sur les halates, l'augmentation des gamma-GT, de la VGM et des IgA. La biopsie hépatique, si elle est pratiquée, va montrer une stéatose hépatique associée à des signes d'hépatite alcoolique aiguë comme la présence de corps de Mallory. La maladie de Wilson, appelée également dégénérescence hépatolenticulaire, est une cause métabolique de la cirrhose. C'est une affection génétique rare de transmission autosomique récessive caractérisée par une accumulation de cuivre au niveau du foie et du système nerveux central. La maladie peut se manifester par une hépatite aiguë fulminante ou bien une hépatite chronique évoluant vers la cirrhose. L'âge de diagnostic, c'est entre 20 et 40 ans. L'atteinte hépatique est parfois précédée de manifestations extradigestives caractéristiques, les manifestations neurologiques à type d'ataxie de tremblement, des manifestations oculaires à type d'anneau de Ketzer-Fletcher qui est assez caractéristique, qui correspond à un anneau brun situé à la périphérie de la cornée. Une atteinte cutanée qui correspond à une coloration bleutée des angles. L'hémochromatose est une autre maladie métabolique génétique de transmission autosomale récessive liée à une surcharge polyviscérale en fer. Au niveau du foie, l'accumulation du fer se complique de cirrhose et de carcinome hépatocellulaire. Au niveau du cœur, une cardiomyopathie. Au niveau des gonades, des troubles endocriniens. Et au niveau de la peau, une mélanodermie. Parmi les éléments diagnostiques, donc on a l'augmentation du coefficient de saturation de la transférine et de la ferritinémie, la présence de la mutation du gène HFE, mais l'élément diagnostique de certitude est la biopsie hépatique qui va mettre en évidence la surcharge hépatique en fer par la coloration de Pearls et quantifier la surcharge hépatique en fer. Parmi les autres causes, on peut citer la cirrhose biliaire secondaire, un obstacle biliaire prolongé ou un obstacle vasculaire. Le traitement de la cirrhose repose à la fois sur celui de la cause et celui des complications. Lorsque le diagnostic est établi, la première étape consiste à traiter la cause pour maintenir une compensation ou prévenir une aggravation. Il peut s'agir d'un traitement antiviral en cas de cirrhose post-virale, B ou C, d'un contrôle du diabète et du surpoids et des anomalies sanguines des graisses en cas de stéatose hépatite non alcoolique, du sévrage en cas d'hépatite alcoolique, un traitement spécifique est mis en place pour les autres causes. Pour l'hépatite auto-immune, une corticothérapie associée ou non à des immunosuppresseurs. Pour la cirrhose biliaire secondaire, le traitement de l'obstacle biliaire. Pour les maladies métaboliques, l'hémochromatose sera traitée par des saignées avec des chélateurs du fer et la maladie de Wilson par les chélateurs du cuivre.
Au stade de cirrhose décompensée, en plus du traitement de la cause, il faut traiter les complications. Donc, on va commencer par l'hémorragie digestive. Donc, dans la prise en charge de l'hémorragie, on peut intervenir dans 3 phases. D'abord, avant le saignement, la prophylaxie primaire de la rupture des varices œsophagiennes en cas de grosses varices permet de diminuer le risque de saignement. La thérapeutique prescrite sont les bêta-bloquants non cardiosélectifs ou la ligature élastique. Au cours de l'épisode hémorragique, un traitement d'urgence est institué et après un épisode de saignement, la prévention de la rupture de varices œsophagiennes permet d'améliorer la survie des patients et la thérapeutique repose sur l'association de bêta-bloquants à vie et la ligature élastique itérative jusqu'à éradication des varices. Au cours de l'épisode hémorragique aigu, une endoscopie digestive doit être réalisée avant 12 heures dès que le patient est conditionné. Les mesures de réanimation doivent être mises en place en urgence. Pour ce qui est du traitement hémostatique, il associe un traitement médical à base de drogues vasoactives, c'est l'octréotide ou terlipressine, un traitement hémostatique endoscopique, c'est la ligature des varices œsophagiennes en cas de rupture des varices œsophagiennes ou la colle biologique en cas de rupture de varices ectopiques. La mise en place d'une sonde de tamponnement, c'est la sonde de Blackmore, est parfois utile lorsque l'hémorragie est incontrôlable. Parfois, un TIPS, c'est le shunt portosystémique de sauvetage. Et afin de prévenir les complications, donc qui sont l'encéphalopathie hépatique, un traitement antibiotique est prescrit à base de quinolone et le lactulose. La sonde de Blackmore est un dispositif équipé de 2 ballonnets gonflables, l'un œsophagien et l'autre cardial. La sonde est introduite par le nez. Une fois gonflée, elle agit par tamponnement de la varice qui saigne. Pour la ligature élastique, on utilise un kit à multiples élastiques placés à l'extrémité de l'endoscope. L'élastique est largué par voie endoscopique sur la varice, provoque une strangulation de la varice qui va chuter après quelques jours, laissant en place une escarre. Le traitement de la décompensation acétique repose d'abord sur un régime éposodé et un traitement diurétique à base de spironolactone et de furosémide. En cas d'échec, des parasynthèses, c'est-à-dire des ponctions évacuatrices sur albumine, sont réalisées. Et en cas d'acide réfractaire, un TIPS peut être mis en place. Mais le véritable traitement, c'est la transplantation hépatique. L'infection du liquide acide est une urgence thérapeutique. Une antibiothérapie avec perfusion d'albumine doit être instaurée sans attendre les résultats de prélèvement. La première étape de la prise en charge de l'encéphalopathie hépatique consiste à corriger les facteurs déclenchants. Par exemple, contrôler une hémorragie digestive, traiter un foyer infectieux, arrêter les diurétiques, réhydrater et corriger les troubles ioniques. Il faut savoir qu'il n'existe aucun traitement spécifique pour l'encéphalopathie hépatique. L'administration de laxatifs osmotiques comme le lactulose et l'antibiothérapie non absorbable permet de conduire à une amélioration partielle. Toutefois, la transplantation hépatique reste le traitement radical. Et enfin, en cas de cirrhose compensée ou décompensée, la surveillance s'impose. Un suivi par une échographie abdominale tous les 6 mois doit être réalisé afin de dépister un éventuel hépatocarcinome. Une surveillance par un score de Child permet d'évaluer l'état du patient et le pronostic. Un contrôle par une endoscopie est recommandé tous les 2 à 3 ans pour évaluer la présence de varices œsophagiennes et entamer la prophylaxie primaire. Et en conclusion, on peut dire que la cirrhose est une pathologie fréquente de prise en charge coûteuse. L'étiologie la plus fréquente dans notre pays reste l'hépatite virale B et C. Les complications sont graves avec une mortalité importante. C'est une lésion prénéoplasique qui impose un dépistage du carcinome hépatocellulaire. La transplantation hépatique reste le véritable traitement, mais la prévention par la prise en charge des hépatites chroniques permet de limiter leur évolution vers la cirrhose. Et je vous remercie.